Madame, Monsieur, bonsoir, et c'est toujours un réel plaisir de vous savoir devant vos postes téléviseurs pour un nouveau numéro de Lengo. Lengo qui s'avère être ce magazine qui renvoie, Lengo c'est un mot swahili, qui renvoie à ce qu'on appelle la vision, un objectif donné, et nous en République démocratique du Congo pensons qu'il est bon que nous puissions avoir une vision pour que ce pays sorte de la situation de pauvreté, la situation de carence en plusieurs domaines pour que nous allions vers une dimension beaucoup plus excellente. Et j'ai le plaisir, c'est un immense plaisir de l'avoir sur mon plateau ce jour. Je reçois un dignitaire d'État, on peut l'appeler ainsi, au regard de ce qu'il a eu, l'actualité étant dominée par des médailles de mérite qu'il a obtenues de la part de la chancellerie des ordres nationaux. En ce qui concerne l'art, en ce qui concerne les lettres, c'est un citoyen modèle. J'ai l'honneur d'avoir sur ce plateau Maître Pépin Guillaume Mandiolo. Maître, je vous dis bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous savoir en superbe forme. Visiblement, vous n'avez pas beaucoup changé, toujours aussi maître, bien évidemment, dans le domaine juridique, mais aussi dans le domaine de la pensée. Et d'abord, comment vous allez, maître? Ça va, une sorte d'hibernation nécessaire à la réflexion. Ça fait plus de 2 ans que je suis pas apparu dans le média. Et c'est la première fois que je le fais depuis la sortie du gouvernement en 2021. C'est la première apparition qui est liée à une activité qui va poindre ce dimanche 18 au Showbuzz sur l'apparition de mon livre. C'est pour ça que je me présente à vous, parce qu'il y a quelque chose à dire. Donc je n'ai pas besoin de paraître si je n'ai rien à dire. Merci beaucoup, maître. Et d'ailleurs, je l'indique, nous avons sollicité cette entrevue pour que Maître Pépin Guillaume Mandiolo puisse nous parler de cet événement qui intervient le 18 juin à Showbuzz, où on va vivre cette renaissance de tout ce qu'il y a comme écrit, de tout ce qu'il y a comme pensée, que vous avez effectivement couché dans une structure livresque, donc dans un livre, Réplique assassine, avec Pépin Guillaume Mandiolo. Il est besoin, pour ceux qui vont venir assister à ce grand événement, j'aurai le privilège d'être là, heureusement, mais à quoi s'attendre, Maître Pépin Guillaume Mandiolo? Pourquoi les répliques assassines? Vous savez, dans les systèmes qui est les nôtres, ou même s'il faut faire une sorte d'illustration, on brûle les brousses pour que ça renaisse. On peut dire on assassine la brousse pour qu'elle renaisse. Et nous avons construit notre société depuis l'indépendance sur des bases qui sont fondamentalement fausses. Soit on a adopté des mécanismes dont on n'avait pas la maîtrise, qui nous avaient été légués par les occupants et les colons, occupants et colons. Et on a cheminé avec ça sans trouver des solutions à nos problèmes. On a tout remplacé. On a remplacé à la fois notre façon de penser, sans maîtriser la nouvelle façon de penser. On a modifié nos noms, sans maîtriser l'origine de ces noms. On a modifié notre régime alimentaire sans comprendre les conséquences d'un régime alimentaire qui requiert que la génétique est fixée par le régime alimentaire. Vous avez constaté qu'effectivement, la plupart des gens des grandes civilisations, même quand ils se déplacent ici, un peu partout, gardent les régimes alimentaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vivent un peu vieux. On a tout remplacé, sans maîtriser les nouveaux aspects qui sont liés à ces remplacements. Alors, je considère qu'effectivement, les temps qu'on vient de passer maintenant avec les 3 éditions électorales ont montré leurs limites, comme ce que j'ai dit auparavant depuis 1960. Il faut passer à autre chose, il faut mettre ça de côté. Et ces textes proposent une nouvelle façon de pouvoir envisager les choses au départ de nous, pas au départ des autres. Mais qu'est-ce qu'il y a comme option au départ de nous? Ces textes, avec des aphorismes, permettent d'accéder à une autre vérité, qui est plutôt notre vérité, nos expériences antédiluviennes, qui peuvent faire partie maintenant
d'une nouvelle projection du pont vers l'avenir, qui soit un pont congolais, et non un pont adapté, mal adapté toujours, et on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire d'une certaine manière qu'il faille qu'on se dissocie de ce modèle occidental qui nous a été imposé, c'est-à-dire cette voie des urnes, cette voie des élections, cette voie des démocraties, et qu'il faille imaginer un modèle congolais qui serait beaucoup plus adapté à notre vécu quotidien? Mais tout à fait. Écoutez, si vous regardez dans leur pays, depuis la nuit des temps, nous avons été démocratiques, mais notre démocratie est à notre façon, pas la façon qu'on nous apporte aujourd'hui. Prenez l'exemple. L'Inde est aujourd'hui le premier pays en termes de population sur la planète, a dépassé la Chine, avec plus d'1,408 milliard d'habitants. On ne peut pas trouver, enfin il n'y a pas en Inde aujourd'hui, plus de 7 partis politiques, pour plus d'1,408 milliard d'habitants. La RDC a plus ou moins 100 millions d'habitants. Nous sommes à quasiment 1000 partis politiques. Qu'est-ce qui justifie autant de partis politiques? Parce que c'est un commerce. Les partis sont un commerce aujourd'hui. Est-ce que ça produit quelque chose de spécial qui permet de pouvoir modifier la situation du pays? Non. C'est l'accaparement par des gens qui ont un peu des moyens, des espaces publics, des institutions de la République, comme un commerce. C'est ça la réalité. Bon, maintenant, les élections, au sens où on les entend, si vous comparez les systèmes qui est les nôtres actuellement avec les systèmes avant les indépendances, vous allez constater une chose. Un griot dans nos provinces, dans nos territoires, dans nos terroirs, n'avait pas pour vocation de représenter la population. Il a son métier, des griots. Et un amuseur public a pour vocation amuseur public. La gestion de la cité se gère entre les gens qui sont des sages, qui ont un cursus, qui ont fait la démonstration de leurs compétences dans un domaine précis pour donner conseil à la cité. C'est ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. À l'heure actuelle, si vous êtes à Kinshasa, quelqu'un qui a pensé la cité, qui a pensé l'organiser, la structurer, proposer des solutions à la cité, ne peut pas être élu s'il est face à un saltimbanque, quelqu'un qui a la notoriété dans la vulgarité, dans les insanités et tout ça. Il est célèbre parce que la société aujourd'hui a comme repère la notoriété liée à l'invective, à tout ce qui est salace. On est célèbre sur cette base-là. Alors, cette base de célébrité donne des voix électorales. Alors, maintenant, vous espérez quoi pour le changement d'une cité si ceux qui vont devoir la représenter ont été désignés sur ces modes de la notoriété, globalement, pour l'essentiel, je ne dis pas tout le monde, sur la base de la vulgarité? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ayons le courage de poser ces questions-là. N'est célèbre que celui qui insulte, que celui qui attaque, celui qui a la grande gueule, entre guillemets, permettez les termes, et c'est celui-là qui est célèbre. Alors vous espérez quoi? Que cette célébrité-là va produire l'intelligence sur le terrain, va transformer la société, va mettre en place les mécanismes de la transition énergétique, va mettre en place les mécanismes de l'injection dans les universités de la recherche appliquée fondamentale, va mettre en place la prise en compte du tableau de Mendeleïev qu'il faut aujourd'hui prendre à bras-le-corps pour dire qu'effectivement, aucune matière première ne peut sortir de chez nous sans pour être transformée, va mettre en place la production des livres comme étant les outils nécessaires de la formation de la jeunesse. Non, ils ne feront pas ça. Ils sont là pour pouvoir continuer à danser, à boire et à s'amuser, et avec les autres, et ça continue. Quand vous faites les tours du monde, nous sommes parmi les tout derniers en termes de salubrité des cités. Même la simple salubrité. Mais quand vous allez dans l'arrière-pays, vous allez voir qu'effectivement, il y a la salubrité dans l'arrière-pays. Aucun village chez nous n'est sale. Mais toutes les villes sont sales. Les villes sont la photographie du contact avec l'extérieur. Les villages sont notre identité qui est restée figée. Vous allez dans les villages, il y a la propreté. Les gens balaient devant leurs portes, brûlent les immondices ou les enterrent. Les toilettes sont propres. Les toilettes sont propres. Les immondices servent des fumiers. Il n'y a pas de sachets un peu partout, tout ça. La consommation est mesurée.
Mais quand vous allez dans la cité, dans les grandes cités urbaines, et l'urbanisme au sens où on l'entend, mais il n'y a rien. Toutes les pandémies sont là, elles prolifèrent. C'est les bouillons de culture, mais à tous les coins. C'est ça la vie dont nous voulons, parce que c'est les modèles qu'on a tenté d'adapter à notre situation, mais qu'on n'arrive pas à adapter. Ceux qui l'ont adapté, j'étais dernièrement à Lusaka, j'ai vu que ça faisait 6 ans que je n'avais pas été là-bas, mais il y a un énorme changement. Mais c'est une question de mentalité. Toute l'Afrique australe se reconnaît d'abord être africain, fondamentalement africain et traditionnel, avant d'associer à leur système tout ce qui vient de l'extérieur, par petite dose. Mais nous avons des prétentions qui ne sont pas opérationnelles, avec une constitution qui n'est pas opérationnelle, avec des institutions qui ne sont pas opérationnelles. Rien n'est opérationnel. Même quand on s'entend de pouvoir bouger, ce n'est pas adapté à ce que nous sommes. Et nous ne savons pas les gérer non plus. Voyez-vous, on a un système de l'autorité absolue qui est l'autorité du chef de l'État. Mais on a une constitution qui donne le pouvoir au Premier ministre. Alors, les paradoxes, c'est quoi? Je nomme un Premier ministre, je suis président, je nomme un Premier ministre, et je nomme quelqu'un qui a plus de pouvoir que moi. Ça ne marchait pas. Je ne peux pas nommer quelqu'un qui a plus de pouvoir que moi. Parce que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Bah, il a plus de pouvoir que moi. Et c'est par mon ordonnance en tant que chef de l'État qui devient Premier ministre. Lui et son gouvernement, c'est moi qui les nomme. Mais il s'avère qu'ils ont plus de pouvoir que moi. Il y a quelque chose qui... Il y a cette incongruité n'est pas opérationnelle. C'est-à-dire on a pensé des choses de manière un peu brute et que nous devons aujourd'hui assassiner. Nous devons assassiner ces choses-là, d'où les répliques assassines. Très bien. Alors, mais justement, vous entrez dans la profondeur de ce que nous aurons à vivre avec effectivement des échanges, peut-être au Showbuzz les dimanches. Mais je vous lis ces derniers temps, vous qui avez été immortalisé dans l'Ordre national du mérite des arts, sciences et lettres, et vous êtes avocat non politique, un essayiste, philosophe, politique et romancier. Vous avez de la nausée, vous me dites, ces derniers temps. Quand je vous lis, ce n'est pas que vous le dites, mais quand moi j'ai la facilité d'avoir accès à vos publications, vous dites que vous avez de la nausée vis-à-vis de l'élite congolaise. Vous avez de la nausée par rapport à quoi? Par rapport aux faits? Par rapport à la production intellectuelle ou quoi d'autre? Vous savez, la RDC fait partie des pays qui comptent des docteurs en nombre. Et ça continue, hein? Il y en a qui viennent encore. Ça arrive par vague, par wagon entier. Est-ce normal de produire autant des gens supposés, entre guillemets, lettrés, ayant des connaissances requises, et d'avoir la situation qui est la nôtre? Alors, soit, pour l'essentiel, ce sont des productions d'usines, c'est-à-dire que les gens entrent dans un système pour l'apprentissage, on leur donne, c'est-à-dire qu'ils retiennent les cours par cœur et on leur donne des parchemins pour justifier qu'effectivement ils ont fait les parcours. Mais dans la pratique, il n'y a rien. Il n'y a aucune innovation, il n'y a aucune remise en question. La première chose dans une société, c'est la critique de tout ce qu'on fait. Avoir la capacité de remettre en question tout. Est-ce que notre système est fonctionnel? Les intellectuels, ce que j'appelle les intellectuels, au sens de mon texte généalogie de l'intellectuel, allaient dire non, ça ne marchait pas. Je parle des intellectuels. Je ne parle pas des usiniers, comme vous les appelez, des gens des usines ou des détenteurs de la connaissance ou les techniciens du savoir, puisque bon, globalement, on a une confusion extraordinaire entre les techniciens du savoir, qui sont les professeurs d'université et les médecins, les avocats et tout ça, les techniciens du savoir. Ce sont les gens qui ont un savoir, qui ont la technique de ce savoir, qui peuvent soit diffuser ce savoir, soit les mettre en œuvre. D'accord? Ce sont les techniciens du savoir. Les intellectuels pensent la cité au sens kantien du terme, pas au sens cartésien du terme. Il y a une nuance. Au sens kantien du terme, c'est-à-dire faire la part des choses entre les connaissances, l'empirisme, puisque Kant tient ça de Hume, l'empirisme, c'est-à-dire que l'expérience qu'on a
des choses qui ont marché, comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Au sens cartésien, c'est une sorte de la pensée qui flotte, Dieu, l'âme, les choses qui ne sont pas saisissables, qui ne requièrent pas l'expérience. Or, nous avons une expérience du passé, qui est la recherche dans le domaine mathématique avec les bâtons d'Ishango, par exemple, toutes les sciences qui ont été dans l'espace Afrique, notamment dans l'Égypte antique, toute l'évolution sociale au niveau de chez nous. Il y a énormément d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Vous avez un auteur allemand qui s'appelle Frobenius, qui a écrit sur les Kasaï, par exemple, l'organisation de Kasaï, et avant l'arrivée des Européens. C'est une expérience réelle, il faut aller puiser là-dedans pour voir comment cette société-là fonctionnait à l'époque. C'est une vraie expérience. Nous ne sommes pas dans une conception cartésienne de l'esprit, platonicienne et tout ça. Non, nous sommes dans la pratique, dans quelque chose qu'on peut tenir avec ses mains, saisir avec les mains. Est-ce que l'intellectuel congolais, je parle de l'intellectuel, je ne parle pas du technicien du savoir, je suis professeur d'université, je suis constitutionnaliste et tout ça, ce sont les techniciens du savoir, il n'y a aucune importance, ils n'apportent rien à la société. En gros, ils sont là pour pouvoir accompagner la société dans un domaine précis. Il faut leur donner des outils pour qu'ils puissent continuer à pouvoir faire ce travail-là. Parce que la constitution qui est la nôtre, c'est une pâle copie d'une constitution française, mélangée avec d'autres constitutions et tout ça, sénégalaise et tout ça, mais ce n'est pas une conception congolaise. Bah, comme ils sont techniciens, ils vous diront, voilà, comment ça doit, ces types d'outils, comment on l'utilise. Ça, c'est leur fonction. Mais les intellectuels doivent penser notre cité de manière non seulement empirique au sens de ce que nous avons vécu avant l'arrivée des Occidentaux, pour qu'on puisse avoir non seulement l'identité nationale et projeter dans le futur. Alors, si tout ça n'est pas fait, mais j'ai la nausée. Ma nausée est tirée de ça. Mais excusez-moi, maître, mais la difficulté maintenant, c'est que nous sommes en opposition entre deux camps. Celui que vous voulez être des intellectuels, si on s'en tire la définition telle qu'écrite dans la généalogie de l'intellectuel, vous avez l'intellectuel, et de l'autre côté, vous avez ces techniciens du savoir qui sont de plus en plus nombreux. Oui. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, le système dans lequel nous avons choisi de vivre, c'est le système qui porte sur cette démocratie sous modèle européen où celui qui a le plus de voix passe. Or, ceux qui ont plus de voix en ce moment, ce sont ceux qui sont dans les invectives, dans le populisme, ainsi de suite. Comment pensez-vous que nous allons sortir de cette situation? Parce que nous sommes, vous êtes un orpailleur, comme on le dit, qui est un petit nombre, qui travaille effectivement pour essayer d'améliorer la chose telle qu'elle, en face d'un grand nombre vorace et tout ça. Et bon, je ne sais pas par où on en sortira, ou bien nous allons simplement clamer la défaite. Vous savez, tous les anciens dirigeants chez nous, les grands princes, les rois, les empereurs, les dirigeants de nos sociétés anciennes, et ici en Afrique centrale, en Afrique australe, l'Égypte antique, dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, ont toujours eu à côté d'eux des sages qui leur donnent les outils pour gérer la cité, organiser la cité. Ces modèles ont été copiés en Occident jusqu'aujourd'hui. Je prends l'exemple simple de quelqu'un comme Macron. Macron a été l'élève et l'assistant, il applique la politique en fonction de la vision de Paul Ricoeur, dont il a été l'assistant. Et à côté de lui, on en voit toujours un certain Jacques Attali qui traîne, qui est toujours là. Il est toujours là. Il a été là avec Mitterrand, il a été là avec Hollande en partie, il a été là avec Sarkozy. Il y a toujours un penseur qui donne des outils aux gestionnaires pour la cité. Les gestionnaires ont une vision globale. Le président de la République a une vision globale, il jette une vision globale. Mais la faisabilité, il faut absolument avoir des outils pour ça. Il y a un exemple encore mémorable, extraordinaire pour moi, qui est les meilleurs exemples, c'est Alexandre le Grand avec Aristote. Oui. Alors, maintenant, quand vous posez la question chez nous, quels sont les penseurs, pas les collaborateurs, les penseurs qui ont accompagné les chefs d'État chez nous? Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, effectivement. Il n'y en a pas. D'où la faillite. Lorsque le président Kabila dit « il me manque 15 personnes ou 5 personnes », avec tous les respects que je lui dois, je lui aurais dit « non, il vous manque une personne. Une. Pas 5, 10. Une personne. Une personne qui comprenne ce que vous voulez exactement par rapport au pays et qui puisse transcrire ça dans une terminologie philosophique de la pensée robuste et après, comment est-ce qu'on diffuse ça dans la cité? À vous maintenant d'agir. Je n'ai pas droit de commenter les activités du gouvernement parce que la réserve l'exige et moi je suis diplomate, je ne suis pas dans un domaine où je dois faire la comptabilité de ceci ou cela. Mais simplement lorsque j'ai énoncé ce type de choses dans un texte, 2007 à aujourd'hui, il y a presque 20 ans. Il y a presque 20 ans que j'ai annoncé ça. Parce que j'avais travaillé déjà sur les futurs en regardant la base du présent et je savais très bien que ça allait survenir. Parce que ça, la nature de l'homme est comme ça. L'homme est un loup pour l'homme, disait Hobbes. La nature de l'homme est comme ça. On a toujours besoin de beaucoup plus pour s'assurer une pérennité. La conservation de l'espèce, pour rester en vie, il faut avoir un peu plus de moyens. Alors, tous les pays voisins qui estiment qu'ils n'ont pas assez de moyens, que la RDC en a beaucoup plus, sont appelés à pouvoir tenter cette opération-là en permanence. Alors, si vous leur donnez l'occasion de pouvoir agir, ils vont le faire. Ils vont le faire. Il ne faut pas rêver, ils vont le faire. C'est dans la nature de l'homme. Alors, Maître Pépin Guillaume Angelot, on dit que vous êtes joué un rôle particulier dans la société. Vous êtes un citoyen modèle, c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, vous avez été couronné pour ce faire par la chancellerie de zone nationale. Vous avez une médaille. Donc, vous êtes un dignitaire d'État, on peut vous appeler ainsi. Lorsque je reviens sur vos premiers mots, quel est le mode de gouvernance que nous devons adopter? Alors, sur base de ça, qui doivent décider de ce mode de gouvernance-là? Est-ce les techniciens du savoir? Certainement, ils vont être associés aussi parce qu'ils sont concernés d'une manière ou d'une autre. Ou bien ce sera une tâche dévolue exclusivement aux intellectuels? Encore, il faudrait les identifier. Lorsque nous copions les modèles occidentaux, qui l'a façonné? Ce ne sont pas les techniciens du savoir, ce sont les penseurs. Quand les Lumières ont pensé ça, Hobbes a pensé ça, Locke a pensé ça. On ne dit pas les techniciens du savoir ont pensé ça, non, aucun endroit. On accorde à Nietzsche l'importance la plus essentielle pour les Troisième Reich, sur volonté de puissance. Même si c'est un texte qui a été manipulé, parce que les textes originaux, on ne l'a pas. C'est la sœur de Nietzsche qui a modifié ça avec ses amis pour pouvoir mettre ça à la disposition d'Hitler. Mais Hitler tient plutôt sa pensée un peu plus d'Arthur de Gobineau, qui est un Français, qui avait écrit déjà un texte. Vous voyez, toutes les inspirations sont d'origine de la pensée. Ce n'est pas les techniciens du savoir qui amènent ça. Et après la Révolution, ou pendant la Révolution anglaise, on a l'histoire du Léviathan avec Hobbes. À la suite de Hobbes, on a Locke. C'est Locke qui préfigure la mise en place des États-Unis d'Amérique. Parce que les Bill of Rights américains qui instituent l'indépendance américaine est tiré du gouvernement civil de John Locke. C'est pas tiré d'un professeur d'université qui enseigne ceci ou cela. Non, c'est pas ça. L'Amérique est créée sur base des livres de John Locke. Est-ce que vous ne créez pas une sorte de case, puisqu'on doit revenir au modèle africain, est-ce que vous ne créez pas une sorte de case pour que ceux que vous avez identifiés comme étant des penseurs, aussi rares soient-ils, pourquoi est-ce que vous les associez, vous vous retrouvez de temps en temps dans un cadre magnifique comme celui-ci pour essayer de réfléchir? Est-ce que ça vous arrive? Ou bien Maître Pépin Guillaume Angelot évolue seul, isolé, et il produit ses ouvrages, il pense apporter son œuvre seulement par ça et non par l'oralité? Vraiment, enfin, j'ai vécu pendant une période dans une sorte d'intellection permanente, à la fois en vis-à-vis et à distance avec Kamana. Oui, très distingué Kamana. Les très distingués de Rose Mémoire, c'est vraiment les ducs de la pensée congolaise, après les Ngale et les Mudimbe, donc il ne nous restait que Kamana qui vient de partir, enterré dans l'anonymat total. Mais j'étais avec lui, j'étais seul. En termes d'officiels éventuels, anciens, j'étais seul. Il n'y avait personne d'autre, parce que ça n'a aucune importance dans ce pays.
Si c'était un artiste musicien, j'ai rien contre eux. On aurait pu mettre des drapeaux, lancer des millions. Si c'était dans le domaine de l'amusement et tout ça, on aurait pu mettre des millions et tout ça. Mais ça, la pensée, en RDC, ça n'a aucune valeur. Donc, non, tout à fait. Moi, j'ai travaillé avec Kamana pendant des années, pendant quelques temps. On a continué à pouvoir travailler avec lui jusqu'à sa disparition. Ndotoni, qui aujourd'hui c'est un philosophe aussi, qui évolue un peu plus à Liège, je travaille avec lui. Il y a Eric Hennes, qui est bon, il est quand même professeur d'université, qui est un Belge avec qui je travaille. D'ailleurs, c'est lui qui a préfacé mon dernier texte, Répliques assassines. Bon, il y a l'abbé Santadi de l'UCC. Bon, en dehors de ses activités académiques, on a l'espace de temps en temps de se voir, de discuter. On le faisait à l'époque ensemble avec les Kamana et tout ça. Bon, voilà. On était en train de créer les universités culturelles congolaises ou africaines, avec l'avènement notamment de cet espace qu'on a obtenu, donc mon ministère a finalisé. C'était un projet qui datait du temps de Kabila et qu'on a finalisé ici devant les palais du peuple, tous ces centres-là et tout ça. Avec les Chinois. Si, les centres culturels. Vous avez vu comment vous êtes allé? C'est moi qui ai finalisé ça. On a commencé cette histoire avec les ministres Mochibanda sous Kabila. Et il y avait au cabinet un certain Damien Pono, qui, d'heureuse mémoire, qui vient de partir, qui a été d'ailleurs DG de l'INA, un gars très, très, très intelligent, très artistique, qui connaissait les choses et tout ça, qui avait amené ces projets-là. Et on l'a emballé, on est parti avec, on a travaillé dessus. Et je l'ai finalisé en tant que ministre d'État en charge de la coopération pour obtenir non seulement des Chinois les moyens nécessaires pour mettre ça en œuvre, et on a eu 100 millions. Donc voilà, c'est fait, c'est là, c'est sorti du sol et tout ça. Bon. Donc autour de moi, c'est vrai, bon, avec moi ou avec eux, j'ai des gens avec qui je travaille sur la pensée. C'est arrivé, bien entendu. Bien entendu, je ne suis pas seul. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme mais en termes de nourriture intellectuelle, si je peux l'appeler ainsi, ou cérébrale, le 18 juin 2023, au Showbuzz? Mais les 18 juin, il y aura plusieurs phases. Parce que j'ai omis aussi de dire que j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes pour l'instant. Il y a des jeunes qui sont des jeunes Moutoumbiens. Qui sont un jeune très impressionnant, Kériel, par exemple. Oui, voilà. Monsieur... Si, on a Gériel, qui est un jeune très intéressant. On a un jeune comme Dolph. Et il y a plein de jeunes. Autour de moi, il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui, qui forment l'ossature. Donc j'ai maintenant la garantie, effectivement, pour le futur. On pourra avoir un autre État qui sera différent de celui-ci, parce qu'il sera composé des gens qui ont compris. C'est quoi la pensée, comment est-ce qu'on peut la porter vers le futur et tout. Donc, qui seront aussi là dans la salle. Mais le dimanche 18 juin 2023 à 14h, l'entrée est gratuite, déjà pour le dire, le dynamitage va s'opérer en présentant le tableau que je viens de faire ici sur tout ce qui nous gouverne en termes de système. Je ne parle pas des gens, je ne parle pas des individus. La pensée ne touche pas aux individus, ça n'a aucun intérêt. Les individus n'ont pas la place dans la pensée. Ce sont des outils accessoires. La pensée, elle est dans l'absolu, elle est sans pitié, elle ne parle pas des individus. Je n'accorde aucun intérêt aux individus. Ce que j'accorde, c'est à la pensée, aux matériaux. Elle est plus puissante. Aujourd'hui, on parle de Socrate, on parle de Platon. On ne se souvient même pas qui était président, qui était roi à l'époque. On ne se souvient que de Platon, d'Aristote, de Socrate, qui pour certains est les pères de la philosophie au sens occidental du terme. Nous, on a Imhotep qui est beaucoup plus puissant. Bon, bref, ça sera l'occasion de pouvoir faire ce type de présentation, dynamiter tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui qui est faux. Nous vivons dans les mensonges depuis la rencontre avec l'Occident. Depuis 1885, je dirais même depuis 1400, c'est quoi encore, Diego Cao, 82, quelque chose comme ça 1482. 82, voilà. Nous vivons dans le mensonge total, quoi. C'est-à-dire qu'on a complètement modifié notre façon de penser pour substituer par des produits qui ne sont pas, qu'on ne sait pas digérer. Notre digestion n'est pas adaptée à ça. On voit comment les gens se comportent. Il ne suffit pas d'être en costume, cravate et tout ça pour pouvoir être à l'image de ce qu'on pense être. Non. Il y a le contenu. Le contenu est vide. Soit il est brouillon, soit il est vide. C'est ça la situation qui est la nôtre.
Tout à l'heure, quand on parlait en off, je vous disais, j'ai du mal à porter le nom Pépin Guillaume, parce qu'on ne peut pas appeler un lion poule. Oui, parce qu'un lion, c'est un lion. Si on dit, voilà, c'est une poule, vous allez dire, ben, c'est pas possible. Mais oui, vous vous appelez par les noms d'autres personnes, ça vous paraît tout à fait normal. C'est pour ça que la descendance ne porte pas les noms étrangers. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vos croyances, machin, tout ça. Ce n'est pas mon problème. Ma descendance ne portera pas les noms étrangers. Parce que l'identité qui est la mienne est liée à ma terre, d'abord. Je veux faire les prélèvements ici ou là, dans les pays occidentaux, en Asie et tout ça, ce qui m'intéresse, comme eux ont fait pour prendre ce qui les intéressait chez nous, je vais faire la même chose, des prélèvements. Mais il est hors des questions que je change mon identité pour la substituer par l'identité d'autres personnes. Je suis malheureux de porter les noms que je porte. Normalement, j'aurais souhaité qu'on m'appelle par tout le monde, à tout moment, Manjolo Boakawa, Boakila, Muchalula, voilà. Donc, j'en professe ainsi, plutôt que qu'on m'appelle Pépin Guillaume et tout ça. C'est ridicule, quoi. Et quand l'occidental te regarde, il sait que tu es ridicule, mais il ne le dira pas. Ah, tu es comme nous. Ben non, je ne suis pas comme vous. Je suis votre père, parce que je suis noir. Vous êtes les enfants des Noirs, donc je suis votre père. Ce n'est pas au père de prendre les noms des enfants, c'est aux enfants de prendre les noms du père. Voyez-vous la différence? L'homme est né noir, la couleur première c'était la couleur noire, et la déclinaison blanche, jaune vient d'abord au départ de l'Afrique. C'est les berceaux de l'humanité, on n'a pas changé, on ne peut pas changer ça. C'est scientifique, c'est mathématique. Donc il n'est pas possible que les pères portent les noms du fils. On parlera lors d'une autre émission que je voudrais solliciter de vous pour que vous expliquiez cette déclinaison jusqu'à nous dire d'où viennent ces différences au niveau capillaire, au niveau de cheveux et tout ça. Vous aurez des éléments quant à ceux d'ailleurs. Et puis nous évoquerons, puisque généralement vous êtes en train de récuser, vous ne récusez pas, mais vous mettez un peu en doute l'apport de l'Occident vis-à-vis de notre manière d'être. Pourtant, vous ne faites que citer ces penseurs occidentaux. Je voudrais un peu connaître quelle a été ou quelle serait leur lecture vis-à-vis de fait, est-ce qu'ils auraient accepté que nous subissions cette emprise de l'Occident sur notre culture, ainsi de suite. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission, avec votre autorisation, bien sûr, Maître Pépin Guillaume. Alors, une petite question d'embêtement. Pas candidat pour ces élections 2023? Non. Non, je ne suis pas concerné, je ne suis pas parti à tout ça. Puisque si j'ai dit que le système n'est pas compatible avec mon régime alimentaire, en vertu de quoi voulez-vous que j'y participe? Donc, il n'y a aucune raison. Non, je ne prends pas part à ça. Et la configuration telle que c'est présente et tout ce qui va avec, je ne partage pas. Donc, je me tiens à l'écart de tout ça. Ce n'est pas compatible avec mon régime alimentaire. Ces élections, cette vision, cette organisation, cette structuration, cette projection ne sont pas compatibles avec mon régime alimentaire, donc je ne peux pas souscrire. Ben oui, ça me donne la nausée, je ne peux pas souscrire. Mais un élément sur ce que vous venez de dire avant. Tous les auteurs européens tirent leur substance de la formation égyptienne. Donc il n'y a rien d'européen. L'Europe, c'est un patchwork des éléments tirés d'Afrique et d'Asie. Il n'y a rien d'européen. Ce sont les gens qui ont eu la capacité de faire la synthèse des outils scientifiques. Que vous parlez des Thalès, que vous parlez des Pythagore, tout est complètement africain. Il n'y a rien d'européen. Ils ont eu la capacité de pouvoir non seulement tenir ça, organiser ça, mettre ça dans les bibliothèques pour qu'on puisse avoir accès à ça. Si nous avions ça chez nous, on a fait ce travail-là chez nous, s'ils n'avaient pas brûlé tout ce qu'on pouvait avoir comme outils, ben, on se référait chez nous directement parce que ce sont nos produits. Mais malheureusement, ça a été transféré de l'autre côté. Vous savez, on nous a dit que nos masques et tout ça étaient des choses, des fétiches et tout. Mais ils sont partis avec. Ils ont gardé. Aujourd'hui, nous les réclamons, ces fameux fétiches et autres sorcelleries. On les réclame aujourd'hui pour les rapatrier chez nous. C'est exactement la même chose avec toutes les sciences qui sont parties de l'autre côté, notamment la pensée, la philosophie et tout ça, la religion, tout est parti. On récupère en se dépouillant de tout ce qui est faux, tout ce qui a été agrégé, ajouté autour et tout ça, tout ce qui est faux, on garde ce qui est nécessaire pour nous parce que dès le départ, c'est à nous. Merci beaucoup, Maître Pépin Guillaume Angelo. Je rappelle les répliques assassines. La dynamite intervient les 18
juin 2023 à 14 heures à Chaubeuse, c'est dans la commune de la Gombe. L'entrée est gratuite. Vous venez et vous allez effectivement avoir l'opportunité d'échanger avec notre copain Guillaume Manjolo qui va vous donner des éléments beaucoup plus conséquents quant à ceux. Et puis, Maître Guillaume qui a été immortalisé, dont la pensée a été vue, décortiquée par un patine de Tony Despadoux, qui est un chercheur. Il est philosophe de l'Université de Liège, il est anthropologue aussi, et philosophe aussi, particulièrement, qui a estimé qu'il fallait faire une lecture critique de la notion du sacre chez Manjolo, et c'est aussi des ouvrages que vous pouvez retrouver dans les bibliothèques, et ça vous fera plaisir, et ça va consolider votre état d'être de Congolais, si pas africain, parce que lui voit plus le continent comme tel. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur les différentes plateformes où vous nous suivez. Au revoir.